Hi, domo minasan, konnichiwa. Et moi c'est Yacine et vous écoutez le Japodcast. Je reçois aujourd'hui Nicolas Brunto. Nicolas est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans, un véritable passionné d'apprentissage du japonais d'abord, puis il a rapidement étendu ses horizons. Nicolas maîtrise extrêmement bien la langue japonaise, mais il a également atteint un très haut niveau en coréen et en chinois. Sans compter son très bon anglais, l'arabe, auquel il s'est également attelé, et plus récemment le thaï. Outre sa passion pour l'apprentissage de nombreuses langues du monde, Nicolas entreprend également des recherches sur les origines de ces dernières, sur les origines de l'écriture, et puis il se mue plus récemment, pour le plus grand bonheur de nous autres, en professeur. Nicolas a créé la communauté Nicodico, qui a d'abord commencé sous la forme d'un dictionnaire multilingue, un dictionnaire français, japonais, coréen, chinois, rien que ça, du même nom, Nicodico. Et donc plus récemment, il a créé une communauté sur Instagram et sur Discord où il partage ses conseils pour apprendre les langues, où il fait parler les gens, où il essaye de transmettre sa vision de l'apprentissage des langues, à savoir une vision d'un apprentissage le plus global possible, le plus holistique possible, tel qu'il le dit. Dans notre échange du jour, nous allons aborder la question de l'origine du japonais. Il y aurait bien entendu des millions de choses à dire à ce sujet, mais nous avons essayé de dresser un petit panorama de ce que la science nous apporte comme connaissance de l'origine du japonais, une science qui se veut de plus en plus pluridisciplinaire, au-delà de la linguistique seule, et puisant largement dans les nouvelles découvertes en sciences de la génétique, en archéologie et bien d'autres. C'est parti. それでは早速行きましょう。Salut Nico, Salut Yacine. merci beaucoup d'être là. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur le japonais. Mais merci à toi, merci à toi. On commence à avoir l'habitude tous les deux. Pour ce premier échange, je me suis dit qu'il serait bien de commencer par le commencement et donc de parler un petit peu des origines de la langue japonaise. Donc il faudrait peut-être définir un petit peu ce qu'on entend rapidement par langue japonaise et puis voilà, pour essayer de donner à nos auditeurs une petite idée d'où vient cette langue qui est si lointaine de la nôtre. Alors pour commencer, quand on dit les origines du japonais, qu'est-ce qu'on entend par japonais en fait? Ah, c'est une question difficile, évidemment. Hmm. C'est comme dans toutes les langues, en fait, il n'y a pas que une seule langue, il n'y a pas qu'un seul japonais. Tout d'abord, le japonais, justement, a une origine qui partage une origine, justement, avec des langues comme le français, le chinois, l'arabe. Et le japonais est devenu japonais, donc a eu son origine dans près de justement le lieu où si on peut dire, il habite maintenant, il demeure maintenant. Donc c'est sûrement quelque part en Asie de l'Est, on ne sait pas exactement, mais on peut déterminer justement son origine en Asie de l'Est. Hmm. Ce serait là l'origine du japonais, la vraie origine du japonais. Alors, moi, j'ai souvent lu, dans mes premières années d'apprentissage du japonais, euh, que le japonais était une langue isolée, était un isolat linguistique et n'était visiblement lié à aucune autre langue. Alors, moi, ma question, qui est un petit peu rhétorique, c'est est-ce que c'est vrai? Et sinon, à quelles autres langues pourrait être liée la langue japonaise? Alors c'est vrai, on parle souvent d'isola, mais en fait, l'isola, ça n'existe pas vraiment. C'est que soit on n'a pas encore trouvé l'ancêtre commun avec d'autres langues, soit qu'on n'a pas encore assez de données pour données archéologiques, linguistiques, etc., pour expliquer d'où vient la langue. Et le japonais, justement, n'est pas du tout une langue isolée. C'est que, en fait, entre le moment où le japonais qu'on connaît à notre époque et le japonais, l'origine du japonais, donc
l'une des plus anciennes formes du japonais, a eu lieu. En fait, il y a eu tellement de temps qui s'est passé que on a du mal justement à recoller tous les morceaux ensemble. Il nous manque justement des données, etc. Mais maintenant, en remettant tout ensemble, on peut savoir que le japonais, justement, n'est pas une langue isolée. D'abord, il partage un ancêtre avec des langues qu'on connaît très bien, comme le français, l'italien, le grec, etc., mais aussi avec des langues comme le chinois ou l'arabe. Et, euh, et c'est une langue qu'on appelle une langue transeurasienne. Donc, c'est une langue qui était parlée dans une vaste zone de la Transeurasie, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire une partie de l'Eurasie de l'Est, donc plutôt vers l'Asie, vers la Chine, la Mongolie, etc., et proche de la Turquie. Donc, les langues transeurasiennes, donc le japonais, partagent une origine commune avec le turc, le mongol, le coréen et le mandchou, par exemple, d'autres langues de ces zones-là. Mais du coup, comment les chercheurs font pour être à peu près sûr que le japonais est lié au coréen, au mandchou? Ah oui, alors justement, le plus important quand on essaye de déterminer l'origine d'une langue, c'est de ne pas omettre eh bien, des preuves, des facteurs. Par exemple, les linguistes du passé, les chercheurs du passé, c'est pas vraiment une faute, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de données à l'époque, mais ils se sont justement basés que sur la linguistique. Et donc, leur recherche était assez biaisée dans le sens où ils avaient compris qu'il y avait une origine commune, mais ils ne savaient pas pourquoi et comment. Et donc, le but et justement l'entreprise du chercheur actuel, ça va être de mélanger tous les domaines. Donc, par exemple, d'utiliser l'archéologie, la génétique, la biologie et puis l'histoire, tout simplement, pour savoir justement d'où vient la langue, comment elle a évolué et pourquoi elle est devenue ce qu'elle est à l'heure actuelle. Avant que le Japon se dote d'une écriture qui était influencée évidemment par l'écriture chinoise et la mentalité chinoise, il n'y avait pas sûrement pas d'écriture au Japon, à part peut-être des gravures et des choses comme ça. Et donc, les premières sources, contrairement par exemple aux sources latines, aux sources grecques, qui remontent déjà au moins 2500 ans avant notre ère, le Japon, ce n'est que vers 700 à 800 de notre ère qu'on a les premières sources écrites. Et ces sources-là sont en général purement officielles. C'est par exemple des fonctionnaires qui vont communiquer des choses. Aujourd'hui, j'ai mangé X repas, j'ai livré X marchandises. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne source d'information. Ce n'est pas des histoires, des textes. Évidemment, on a la mythologie japonaise aussi, mais la mythologie japonaise était aussi très biaisée dans le sens où elle était là pour légitimiser le pouvoir et dire que le japonais était issu d'une race pure, unique. Voilà, c'est ce qu'on a à peu près au début des écritures japonaises. Quand on s'intéresse à une langue et à ses origines, on ne peut pas dissocier cette langue du peuple qui la parle. Du coup, en termes de Mhm. peuple japonais, rapidement. Alors, de plus en plus, justement, grâce au développement de la génétique, de la biologie, de l'architecture, on commence vraiment à savoir exactement d'où viennent les Japonais. On peut dire d'ailleurs d'où ils viennent exactement. Tous les humains ont migré via plusieurs vagues, justement, d'Afrique, et les Japonais sont issus de deux peuples principalement. On a l'homme de Jomon, qui est un transeurasien, donc c'est un homme qui vient du continent est-asiatique et qui a migré, alors soit au sud ou au nord, ou bien les deux, je dirais plutôt les deux. Il a migré au nord et au sud de l'archipel japonais, justement, qui était en partie recouvert par les glaces. Ça lui a permis justement de migrer. Et cet homme a vécu en isolation pendant environ 10 à 15 000 ans. Ça dépend voilà, des sources et des chercheurs. Et vers à peu près 1000 avant notre ère, des hommes coréens, qu'on appelle les hommes coréens de Mumun ou bien Yaoïs, sont venus se mélanger justement aux hommes de Jomon. Ce qui a engendré, pas d'un coup évidemment, mais
au bout de plusieurs siècles, je dirais presque même 1000 ans, ça a engendré le peuple japonais et ça a créé aussi la langue japonaise. Du coup, la langue japonaise avant la langue japonaise, qu'on pourrait appeler le proto-japonais, c'est ça, je crois, le terme consacré. Est-ce que ce serait issu d'une scission avec l'ancêtre commun avec le coréen? C'est-à-dire qu'il y avait un ancêtre commun au coréen et au japonais dans la péninsule coréenne, et il y aurait eu une scission à un moment donné, peut-être. Le peuple qui aurait donné ensuite naissance au Japon, aux Japonais, aurait migré dans l'archipel japonais et donc serait arrivé quelque part où il y avait déjà les hommes et les femmes de Jomon, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, qui étaient là depuis 15 000 ans. Oui, c'est ça. En fait, plus on remonte justement dans les langues, plus on regarde par exemple le transeurasien, donc l'ancêtre du coréen, du japonais, du mongol et du turc, plus on s'aperçoit que la langue de Jomon, donc des plus anciennes populations japonaises, ressemble, mais de manière fort archaïque, au transeurasien. Donc on peut savoir que à ce moment-là, quand les Coréens, les hommes de Yaoi Momon dont on a parlé, sont arrivés au Japon, ils ont en quelque sorte rencontré leurs ancêtres qui parlaient une langue encore plus archaïque qu'eux. Donc leurs ancêtres étaient vraiment restés isolés et justement, ces hommes de Yaoi Mumun ont amené une langue qui est aussi de la même famille, une langue transeurasienne, le proto-coréen japonais, ça, on peut l'appeler comme ça, et avec le mélange justement qui s'est opéré entre les deux populations, eh bien, on a eu la langue japonaise. Évidemment, c'est pas tout de suite la langue japonaise telle qu'on la connaît, c'est japonais archaïque qui évolue en japonais médiéval après, et puis après japonais moderne contemporain. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe en général pour une langue à très haute ancestralité, donc il y a vraiment très longtemps. C'est comme ça que ça se passe en général. Deux populations se mélangent, s'isolent parfois, ou bien migrent, et ça crée une nouvelle langue. Ici, c'est le cas du japonais. Je sais qu'au Japon, il y a un peuple qui est maintenant fortement mélangé euh, aux autres Japonais, qu'on appelle les Ainu. Alors, ces Ainu, je sais que parfois on les rapproche des populations Jomon, justement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, toi? Mhm, bien sûr, bien sûr. En fait, les Ainus sont les descendants de Jomon. Ils vivent d'ailleurs dans les terres de leurs ancêtres, hein, c'est Hokkaido, donc c'est l'île la plus au nord du Japon. Et si on compare justement, c'est ça qui est très intéressant, si on compare la langue des Ainu avec la langue de Jomon, avec le japonais, le coréen et le transeurasien, on se rend compte que vraiment l'Ainu, c'est vraiment la descendance légitime de la langue de Jomon et que certains mots, si on les retourne ou bien qu'on les examine en connaissant justement les ancêtres communs, on se rend compte que c'est une langue transeurasienne, donc que justement cette descendance est légitime et que c'est bien l'une des plus anciennes langues qui a jamais été parlée sur l'archipel japonais. D'accord. Alors très rapidement, il y a une autre langue assez différente du japonais, même si elle fait partie des langues japoniques, dans la même famille de langues que le japonais. C'est la langue des Ryukyu, la langue de l'archipel d'Okinawa, enfin aujourd'hui la préfecture d'Okinawa. Donc là, Okinawa, c'est entre Taïwan et Kyushu, l'île au sud-ouest du Japon, hein, c'est ça? Alors justement, on va pas dire que ce sont des isolats, mais ce sont des branches en fait du Mhm. japonais. Donc c'est-à-dire que quand les hommes de Yayoi Mumun sont arrivés, donc les Coréens sont arrivés au Japon, on peut supposer justement que certaines populations se sont mélangées, donc certains hommes de Jomon sont mélangés avec les arrivants, pardon, mais certains sont aussi partis, ils sont donc isolés, notamment dans les îles du Sud, comme les Ryukyu, etc., Okinawa. C'est pour ça que les langues de Ryukyu et d'Okinawa reflètent en fait le japonais vraiment très archaïque. Ce sont vraiment des langues qui semblent avoir très peu en commun avec le japonais actuel, mais qui partagent un ancêtre commun et qui viennent bien de la même origine. Donc c'est une forme de japonais assez archaïque, mais qui a évolué de manière locale et qui est maintenant en quelque sorte contemporain parce qu'on le parle aussi dans ces îles-là, mais n'a rien à voir, en tout cas quand on l'entend avec le japonais de Tokyo, par exemple.
Alors, petite précision, tu as parlé de l'arrivée de ce peuple proto-japonais coréen, on va dire, enfin, ces ancêtres des Japonais qui se sont mélangés aux populations déjà habitant dans l'archipel japonais, donc les hommes et les femmes de Jomon. C'était vers quand ça, à peu près, si on arrive à situer dans le temps? Alors, c'est à peu près vers 1000 avant notre ère. Donc, on voit à ce moment-là sur l'île de Kyushu, donc une des îles les plus au sud cette fois du Japon. On voit justement que vers 1000, enfin moins 1000 ou moins 900, on a des premières traces justement de rizières, quelque chose qui n'existait pas au Hmm. Japon. Donc on peut supposer à ce moment-là que des gens sont arrivés, donc des Coréens potentiellement, parce qu'on peut les retracer justement à la côte pardon, sud-coréenne. On peut justement savoir que c'était des Coréens qui sont venus à peu près entre 1000 et 900 avant notre ère et ont amené une technologie qui n'existait pas au Japon. Donc, il y a déjà des mélanges culturels à peu près certains avec les populations déjà habitant dans l'archipel, entre ces hommes et femmes de Mumun ou Yayoi Mumun. Le terme japonais, c'est Yayoi, le terme coréen, c'est Mumun. Donc, toi, je sais que tu les appelles Yayoi Mumun, c'est ça? Mumun Yayoi. Et donc, ils se sont mélangés à Jomon, donc il y a déjà une première hybridation. Au niveau linguistique, c'est difficile d'établir l'influence de la langue de Jomon sur cet ancêtre du japonais. À ton avis, alors là, c'est peut-être plus des hypothèses, hein, mais à ton avis, il y a eu des influences sur le japonais? Et à quel niveau? Oui, justement, et je commence à les percevoir de plus en plus, en fait, comme mes travaux, justement, sont des travaux qui mélangent plusieurs domaines, et bien, à force de faire des recherches, eh ben, on trouve. Et j'ai remarqué, par exemple, que l'homme de Jomon ne pouvait pas prononcer les L ou les R, et c'était quelque chose que pouvaient prononcer justement les hommes de Yayoi Mumun. Et donc, en se mélangeant, certains mots ont vraiment changé tout à fait. C'est entre autres ce qui a donné la langue japonaise. Par exemple, des mots contenant un S difficile, un R, L par exemple, difficile à prononcer, sont devenus des mots en S ou ce genre de choses-là. Donc oui, la rencontre entre les deux a une profonde, justement, influence qui est telle qu'elle a engendré la langue japonaise, qui s'est vraiment émancipée du coréen. C'est pour ça qu'il y a des mots communs, il y a une structure commune, mais les mots, justement, ont complètement changé par le mélange de ces deux Les populations. mots et les sons, alors, c'est ça? Les sons, beaucoup. Et les sons aussi, Mm. exactement. D'accord. Mhm. Ok, donc là, on a déjà une première hybridation de la langue japonaise, mais il y a une autre hybridation qui arrive quelques centaines d'années, alors du coup, même, oui, plusieurs centaines d'années plus tard, même plus de 1000 ans plus tard. C'est une influence progressive et assez forte à un moment donné de la langue et la culture chinoise. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mhm. Alors oui, les Chinois, justement, ont commencé à gagner en puissance, justement, on le voit avec le fer, le bronze, etc. Tous ces métaux comme ça qu'on commence à pouvoir exploiter vers à peu près 1300, 1000 avant notre ère. Et ça permet justement aux Chinois de gagner de plus en plus en puissance et d'étendre leur empire, notamment vers 100 avant notre ère. Les Chinois installent des colonies dans la péninsule coréenne. Et petit à petit, les Chinois vont commencer à étendre leur influence aussi au Japon. Évidemment, ils auront entendu parler du Japon, le problème, c'est que pour arriver au Japon, il fallait traverser la mer. Et la mer entre le Japon, la Chine, la Corée était assez agitée. Donc, ça a freiné en quelque sorte les Chinois. Euh, mais tout de même, notamment par exemple la dynastie des Tang, donc à peu près 600 à 900 de notre ère, eh bien, il y a eu beaucoup d'échanges culturels parce que la Chine était un modèle. On avait envie d'aller en Chine pour apprendre justement comment construire des temples. On voulait apprendre un petit peu sur les philosophies indiennes, apprendre de nouvelles pensées et aussi échanger des marchandises, des soieries, des choses comme ça. Donc il y a eu beaucoup, on a envie de dire étudiants en échange, des étudiants en échange japonais qui sont allés en Chine et vice-versa aussi des Chinois qui sont allés au Japon pour apprendre
sur le Japon. Et à ce moment-là, les Japonais ont adopté une énorme partie de la culture chinoise, par exemple le thé, l'architecture, qu'est-ce qu'on a encore? Même les sakura, on pense que les cerisiers du Japon sont vraiment purement japonais, et non, c'est une culture en fait qui vient de Chine. D'abord, on admirait les pruniers, et puis petit à petit, ça s'est déplacé vers les sakura. Une influence monstrueuse du chinois sur le japonais par l'adoption du système d'écriture chinois par les Japonais. J'en ai pas parlé, mais c'est ça aussi qui a vraiment Hmm. aidé les Japonais à écrire en japonais, parce qu'avant d'adopter les sinogrammes, donc les sinogrammes eux-mêmes ont mis plusieurs millénaires avant de se développer justement en Chine et vers, alors difficile de savoir exactement, mais on sait que les Japonais avaient conscience de cette écriture chinoise au moins vers 100 avant notre ère. Donc, ça fait vraiment plus de 2000 ans qu'ils savent qu'il y a une écriture. Et les échanges entre les Japonais et les Chinois, entre plutôt les lettrés, les gens de la cour et les empereurs, auront fait que petit à petit, en fait, les sinogrammes, donc l'écriture chinoise, sera adoptée par les gens de la cour pour écrire le japonais, mais pas comme on le pense, tout d'abord de manière phonétique. Rien que ça montre qu'il y a une forte influence des mots de vocabulaire du chinois, des constructions de mots, de noms. Par exemple, j'avais lu qu'il y avait quasiment pas de noms abstraits dans le japonais archaïque, dans le japonais ancien, et c'est par l'adoption d'une partie du vocabulaire chinois ou d'origine chinoise, qu'on pourrait appeler sino-japonais ou kango aujourd'hui, qu'il y a eu une augmentation très forte de mots, de noms, de choses abstraites, de noms abstraits. Oui, oui, c'est vrai, ça je suis tout à Ouais. fait d'accord. Par exemple, des mots comme univers, nature, qui sont des grands concepts philosophiques, mais qui sont très abstraits aussi, n'existaient pas en japonais. Et par l'adoption justement de ces mots qui avaient déjà été créés plusieurs siècles, voire peut-être millénaires auparavant par les Chinois, les Japonais ont pu exprimer ces concepts. Alors, ils avaient des mots aussi. Ben, ça m'intéressait aussi. Je voulais savoir s'ils avaient des mots pour dire mots ou bien expression ou air, par exemple. Eh bien, pas vraiment. Donc, par exemple, le mot air, c'est un concept chinois. On peut s'imaginer qu'il y avait un mot qui a peut-être disparu, mais le mot chinois a fortement influencé la manière de le dire en japonais. Mais il y a un troisième lexique dans la langue japonaise actuelle, celle qu'on va apprendre par exemple en tant qu'étudiant, ou la langue qu'on pourrait appeler le japonais commun, langue commune. C'est quoi ce dernier troisième lexique, Nicolas? Ah oui, je pense que je vois celui dont tu parles. Tu parles sûrement de celui en katakana, donc celui vient de l'étranger. Donc, j'aurais pas envie, je pense que je vais éviter le mot Orient-Occident. Je vais parler de l'Eurasie de l'Ouest, donc plutôt de nos contrées européennes. Oui, quand les Européens ont commencé à gagner en puissance, les Portugais, les Espagnols, les Français, etc. Eh bien, les Portugais ont été parmi les premiers, si je pense les premiers, à se lancer justement au Japon. Et quand ils sont arrivés au Japon, eh bien, ils ont importé leurs mots, par exemple. Ils ont importé des mots comme le savon, comme le tempura, que vous connaissez peut-être, qui sont les sortes de beignets grillés, etc., les légumes grillés, etc. Ce sont en fait soit des mets portugais ou bien des concepts européens ou portuganisés, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, j'écoutais une émission sur les chrétiens cachés du Japon, les crypto-chrétiens du Japon, il n'y a pas très longtemps, et apparemment, il y avait beaucoup de mots du portugais qui étaient utilisés justement par les pratiquants de la religion chrétienne, euh, parce que bah, c'était des mots qui avaient été apportés par les missionnaires jésuites, etc., portugais, d'abord portugais. Donc, quasiment tous les mots qu'ils utilisaient pour leur rite, donc ces quelques chrétiens au Japon, et venaient du portugais. Mais après, ce n'est pas le lexique étranger qui a eu le plus d'influence sur la langue japonaise actuelle, donc dans ces mots d'origine ouest eurasiatique.
Donc il y a eu les Portugais, après il y a eu les Néerlandais, pas mal aussi. Les Néerlandais ont influencé pas mal, enfin, ont donné les premiers mots occidentaux, enfin, d'autres mots d'origine occidentale dans la langue japonaise. Et d'ailleurs, il me semble que les premiers interprètes, traducteurs japonais, entre le japonais et des langues européennes, on va dire, c'était japonais, néerlandais, justement. Néerlandais, japonais, japonais, néerlandais. Et sauf que ça n'a pas duré non plus si longtemps, ça a duré quand même une certaine période, mais après, c'est la langue qui est actuellement la langue globale, l'anglais, qui a pris la relève, parce que l'Angleterre et puis après les États-Unis, tout ça pour d'autres raisons. Donc, c'est surtout des mots d'origine anglaise aujourd'hui, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on voit que les mots anglais. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'anglais et le japonais font partie de la même famille, la famille des langues eurasiatiques. Et on voit justement que les mots anglais peuvent pénétrer facilement la langue japonaise parce qu'ils sont de la même famille. C'est quelque chose qui n'est pas valable avec le chinois, par exemple. Donc, les japonais ont de grandes facilités à adopter plein de nouveaux mots anglais pour désigner, par exemple, des objets technologiques, pour parler de concepts plus complexes ou bien plus techniques en rapport, je ne sais pas moi, avec la médecine, avec l'industrie, je ne sais pas, par exemple, du métal, ce genre de choses. On voit justement que les mots anglais, ou surtout les réseaux sociaux, pour parler d'un qui est vraiment très, très prééminent, c'est les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de mots anglais qui arrivent dans la langue japonaise et qui remplacent les mots natifs. Donc, les Japonais ont tendance maintenant à utiliser beaucoup de mots anglais, ben, un petit peu comme si les francophones, évidemment. Oui, il y a vraiment une grande influence de l'anglais à notre époque sur la langue japonaise. Et ce qui facilite l'adoption de l'anglais et ce qui rapprocherait l'anglais et les langues, le latin aussi, parce que l'anglais est quand même fortement teinté d'origine latine via le français notamment. C'est quoi? C'est une histoire de son, c'est une histoire de construction des mots, c'est une histoire de concept. À quel niveau c'est plus facile? C'est une histoire de pensée locale, je pense. C'est-à-dire que les langues eurasiatiques, donc c'est-à-dire des langues comme le français, l'italien, l'espagnol, le japonais, le coréen, ont en général des mots, les plus basiques sont des mots en deux syllabes. Et ça permet justement d'avoir plus ou moins la même logique quand on construit un mot. Par exemple, des langues qui n'ont pas des mots en deux syllabes, c'est des langues comme le chinois qui associent un son avec un concept ou avec un sens. Le japonais et le coréen ne sont pas comme ça, le français en général n'est pas comme ça. Donc, quand on a à peu près la même logique, c'est vraiment quelque chose d'ancestral. On peut dire que ça a au moins peut-être 20 000 ans, 30 000 ans. Eh bien, ça permet justement d'adopter des mots, alors inconsciemment ou consciemment, eh bien, des mots qui viennent d'une langue qui n'est pas la nôtre. Alors, ce dont on est en train de parler maintenant, c'est des choses qui touchent de très près à tes recherches personnelles. Euh, Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce que tu as touché comme domaine ces dernières années et ce que tu fais en ce moment? Alors, mes recherches se portent justement sur l'origine des langues. Et pour avoir justement un point de vue nouveau et ne pas être biaisé par la linguistique seule, j'essaye de mélanger plusieurs domaines comme l'histoire, l'archéologie, la génétique. Donc, en comprenant bien l'histoire, comment les peuples ont migré, comment ils se sont installés localement, je lis l'histoire des langues à cette histoire justement des peuples et j'arrive à comprendre comment les langues ont évolué et pourquoi. Et ça m'intéresse beaucoup. Et justement, en comprenant comment les langues ont évolué, pourquoi elles sont ce qu'elles sont à l'heure actuelle, je peux comprendre des choses comme eh bien, pourquoi le chinois est chinois, pourquoi le japonais est japonais et pourquoi le coréen est le coréen. C'est vraiment des grandes questions que je me suis posées l'année dernière et que auxquelles j'ai répondu justement maintenant, grâce à ces recherches.
Eh ben, on en reparlera aussi si ça t'intéresse de venir partager un peu plus en profondeur tes travaux. Mais en guise de mini-conclusion de cet épisode sur les origines du japonais, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le japonais, c'est une langue fortement hybride, quand même, comme toutes les langues du monde, j'imagine, mais nous, on arrive à identifier un peu d'où ça provient. On sait que la langue japonaise est influencée par son terreau profond qui est le peuple de Jōmon, un peuple qui habiterait sur l'archipel japonais depuis environ 15 000 ans, et que il y a environ 3 000 ans, peut-être un petit peu moins, un peuple est arrivé depuis la péninsule coréenne, donc d'une langue fortement proche, cousine de la langue coréenne actuelle. Ils sont mélangés à la population déjà habitant sur l'archipel. Après, il y a eu des centaines d'années d'influence chinoise par la puissance de la civilisation chinoise, de son écriture, de sa pensée, de ses technologies. Et puis plus récemment, il y a environ 500 ans, on va dire à partir du 15e siècle, du 16e siècle, pardon, les Occidentaux, avec les Portugais, les Néerlandais, les Anglais, un peu les Français, les Espagnols, tout ça, sont venus mettre leur nez là-dedans et ont commencé à influencer la langue japonaise avec du nouveau vocabulaire, mais aussi des nouveaux concepts. Et tu nous parlais d'un terrain propice à l'adoption de ces pensées peut-être et de ce vocabulaire de la langue japonaise. Mais ça, il fallait remonter, pour savoir ça, pour comprendre ça, il faut remonter très très loin dans le temps. Voilà, mais du coup, on a fait un petit tour d'horizon de la langue japonaise et c'est un bon début pour de futures discussions. Et je te remercie beaucoup, Nicolas, en tout cas. C'est toujours très intéressant d'échanger avec toi et Mais merci à toi. on va refaire ça prochainement. Très À bien. bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Retrouvez en description des liens vers les travaux de mon invité du jour. En espérant que cet épisode vous ait plu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. ご清聴ありがとうございました。それではまた。